Écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. Et c'est Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance, qui est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Spécialiste donc des questions relatives aux matières premières dans leur ensemble. On aura, j'imagine, l'occasion de parler un peu des matières premières agricoles, mais d'abord la question des carburants. Enfin, c'est un peu le remake de l'été dernier. L'été dernier, vous étiez assis à cette même place et on évoquait déjà la question du blocage des prix à la pompe. C'était une des promesses du candidat François Hollande. Voilà, il est aujourd'hui avec les mains sur les manettes. On a une remontée des prix à la pompe depuis quelques semaines, depuis fin juin, c'est ça, dans le sillage du prix du pétrole qui a dû reprendre 20 $ environ sur le mois de juillet. Bon, on voit quand même un gouvernement très hésitant pour l'instant, en tout cas, à prendre cette décision. Ça a l'air d'être une décision quand même compliquée à prendre là. C'est très compliqué. Alors d'abord, il faut rappeler un élément, c'est que vous le dites très bien, le pétrole a repris 20 $ depuis quelques semaines, mais si on regarde le prix en euros, c'est encore pire puisqu'on est sur les plus hauts historiques compte tenu de la baisse de l'euro de ces dernières semaines et de la crise européenne. Donc on est sur les plus hauts historiques, donc le gouvernement se sent un peu obligé quelque part de faire quelque chose. Malheureusement, les degrés de latitude sont quand même assez faibles puisque le prix du pétrole est un prix qui est fixé de façon internationale. Alors après, on peut se poser la question des marges de raffinage, mais c'est pas la plus grosse partie du coût de l'essence, puisque les marges de raffinage sont entre 5 et 10 centimes d'euros. Donc l'essentiel après se fait sur le prix du pétrole et sur le prix des taxes. Donc la marge de manœuvre est assez faible. Donc ça veut dire que si on intervient sur le prix de l'essence et qu'on le bloque, quelque part ça revient à subventionner le prix de l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que si on subventionne de ce côté-là, il va falloir récupérer cet argent quelque part. Donc quelque part, les consommateurs, ceux qui ne vont pas payer à la pompe, vont le payer en impôts. Alors on peut faire une redistribution, mais quelque part, c'est une équation à somme nulle. C'est-à-dire que le manque à gagner, il faudra effectivement le compenser par autre chose. Il faudra bien le financer quelque part. Donc il y a là un premier problème. Le deuxième problème est un problème plus de fond du marché pétrolier. Depuis des années, l'Agence internationale à l'énergie, qui conseille les pays de l'OCDE sur leur politique énergétique, stigmatise les politiques subventionnistes sur le pétrole. Pourquoi? Parce que quand on subventionne la consommation de pétrole, eh bien, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on ne limite pas la consommation et on pousse les gens à continuer à consommer le pétrole dans les mêmes conditions. Or, du pétrole, on en a peu. On en a de moins en moins. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de crise économique en Europe et aux États-Unis et de ralentissement en Chine et que malgré tout, la consommation pétrolière dans le monde continue à augmenter de plus de 500 000 barils par jour encore cette année. Qu'est-ce qu'il en sera quand on sortira de la crise économique? Et ça, c'est un risque effectivement lié aux politiques de subvention. Il en existe notamment en Chine, mais qui s'inscrivent dans le long terme. Là, le gouvernement semble plutôt vouloir prendre une mesure one shot, de court terme en tout cas, un blocage limité dans le temps sur quelques semaines, quelques mois. Se pose donc la question du timing. Et Pierre Moscovici le dit très bien. On attend de voir. On ne voudrait pas qu'après quelques semaines de hausse, on décide d'un blocage et qu'on voit dans les prochaines semaines les prix à la pompe baisser à nouveau. Est-ce que là, la tendance qu'on a vue sur le mois de juillet sur les prix du pétrole, puisque c'est quand même la référence, est-ce qu'on s'inscrit là dans un mouvement de court moyen terme relativement durable selon vous? C'est tout à fait possible parce qu'on est quand même dans une situation qui est relativement tendue. Rappelons qu'on a quand même mis en place un embargo sur le pétrole iranien, ce qui diminue la disponibilité de pétrole. On a en même temps un certain nombre de problèmes sur la production pétrolière d'autres pays. Il y a la Syrie aujourd'hui, qui n'est pas un gros producteur, mais on parle quand même de 350 000 à 400 000 barils par jour. Aujourd'hui, dans l'équation, c'est quand même important. On a eu des attentats à la bombe sur des pipelines à la limite de la Turquie, qui là aussi diminue la disponibilité à la consommation. Et puis on a un gros problème aujourd'hui sur des gisements vieillissants, mais très importants pour le marché mondial du pétrole, que sont les gisements de la mer du Nord, sur lesquels des grosses opérations de maintenance sont attendues notamment au mois de septembre, et où on peut s'attendre effectivement à avoir un impact sur le prix du pétrole dans les semaines qui viennent, et donc possiblement une poursuite de cette hausse des prix du pétrole. Oui, juste dans tous les facteurs que vous nous citez, il n'y en a aucun qui est lié à la croissance économique. Non, alors la croissance économique... C'est pas le moteur de fond aujourd'hui de la hause des prix du pétrole. Non, c'est quand même l'équilibre entre la demande et l'offre, donc effectivement, le ralentissement économique, s'il devait se confirmer et devenir plus important, pourrait ralentir la consommation de pétrole. Mais je vous rappelle, comme on le disait, qu'en Chine, malgré tout, on continue à croître et que, compte tenu du fait que la nouvelle demande vient essentiellement de ces pays émergents et en particulier de la Chine,
la demande de pétrole continue à augmenter malgré le ralentissement économique. Et ça, c'est un facteur qui est indispensable et qui à bien comprendre et qui change complètement l'équation. Avant, quand on ralentissait aux États-Unis et quand on ralentissait en Europe, la consommation de pétrole diminuait. Aujourd'hui, elle continue à augmenter. Si on revient là sur le blocage éventuel des prix à la pompe, est-ce qu'il y a une bonne méthode, une méthode efficace là pour maîtriser l'évolution des prix à la pompe? Comment est-ce qu'on peut faire? Il y avait, bon, bien sûr, il y a eu la TIPP flottante. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être remis au goût du jour, sachant que c'est toujours une arme aussi à double tranchant? Est-ce qu'il y a une méthode peut-être la plus efficace économiquement parlant? Pour moi, ce sont essentiellement des mesures d'annonce, sans vouloir rentrer dans un débat plus politique, essentiellement des mesures d'annonce dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, ça revient à une politique de subvention. Donc si cet argent qu'on va perdre au niveau... On n'a pas les moyens de le perdre aujourd'hui. On va devoir le reprendre autre part puisqu'on n'a pas effectivement les moyens de le perdre aujourd'hui. Bon. Alors, la question des matières premières agricoles également, Benjamin, on l'évoquait aussi avec votre associé Xavier Leblanc qui était là sur cette antenne il y a quelques semaines. Depuis le mois de juin, là aussi, on assiste à une sécheresse historique aux États-Unis et une flambée donc des matières premières agricoles, blé, maïs, soja également. Où est-ce qu'on en est de la flambée des prix et surtout de la situation du point de vue des cultures aujourd'hui aux États-Unis, mais ailleurs, je crois qu'il y a l'Ukraine, la Russie également qui sont touchés par cette sécheresse. Il y a également un déficit de pluie en Inde alors qu'on est en période de mousson. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des cultures mondiales et des futures récoltes? Bon, alors on va commencer par les bonnes nouvelles parce que là, pour une fois, il y a quelques bonnes nouvelles. Sur le marché du soja, on a un marché qui est extrêmement tendu parce qu'on avait des stocks qui sont historiquement très faibles. Malgré tout, il semble qu'il y ait un peu de pluie qui se précise aux États-Unis sur les zones de production. Et sur le soja, il faut savoir que ces pluies arrivent à un moment où il n'est pas encore trop tard pour que ça puisse éventuellement arranger un petit peu la situation, puisque la période de pollinisation n'est pas terminée. Donc on a possibilité de voir la situation s'améliorer un peu. Sur le maïs, malheureusement, c'est trop tard. La période est passée, c'est mort. Donc on a une production de maïs qui va être très fortement réduite. Donc le seul moyen de s'en sortir, parce qu'on avait là aussi des stocks extrêmement faibles, c'est de rationaliser la demande. Alors rationaliser la demande, la principale manière de le faire se trouve aux États-Unis. Rappelons que les États-Unis sont un acteur majeur de ce marché puisqu'ils représentent plus de la moitié des exportations de maïs dans le monde. Et aujourd'hui, le premier poste de consommation du maïs aux États-Unis, c'est l'éthanol, la production d'éthanol, donc de carburant. Donc un des moyens d'agir serait de réduire l'incorporation d'éthanol dans l'essence de façon à diminuer cette consommation de maïs pour l'essence. Ça donne des marges de manœuvre importantes, ça permet d'étendre quand même considérablement le marché ou ça reste... 40% de la demande de maïs vient de l'éthanol. C'est le plus gros poste de consommation de maïs aux États-Unis. Donc effectivement, ça donne des marges de manœuvre. Maintenant, c'est très difficile à faire politiquement, c'est assez compliqué. Alors il y a des solutions techniques compte tenu des spécificités de ce marché qui pourraient permettre d'agir tout de même et de réduire un petit peu la demande sur ce front-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en période préélectorale et donc c'est un peu compliqué et donc on n'attend pas forcément ces mesures tout de suite de la part du gouvernement Obama. Sur les autres marchés, c'est plus compliqué parce que qu'on parle du soja ou qu'on parle du blé, on est sur des marchés où on n'a pas ces utilisations industrielles aussi massives. Donc on est sur des marchés qui sont plus compliqués. Alors sur le blé, vous le rappeliez, il y a également d'autres soucis en Ukraine, en Russie, où on a eu une météo également exécrable et donc on a des très fortes réductions de production. On envisageait même que la Russie puisse réinstaurer des mesures de limitation des exports. Pour mémoire, l'année dernière, la Russie a exporté à peu près 20 millions de tonnes de blé. Cette année, on s'attend à une disponibilité à l'export de 10 millions de tonnes. Donc on divise par deux la disponibilité. Donc c'est plutôt bon pour les agriculteurs français, parce que du coup, les blés français risquent de devenir compétitifs. Ça remet en selle l'agriculture française. Ça risque d'être plutôt bon pour l'agriculture française, mais c'est très mauvais pour les prix des matières premières dans leur ensemble. Tout le monde se souvient de la crise qu'on avait vécue en 2008 sur le front des matières premières agricoles notamment. Donc on avait des pics un peu partout, d'ailleurs sur le pétrole aussi. Est-ce qu'on est dans une situation pire, plus inquiétante, qui pourrait donner lieu à nouveau à ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, Benjamin? Alors on est dans une situation qui est effectivement très compliqué. On le voit bien d'ailleurs, les prix aujourd'hui sur le maïs et le soja sont supérieurs, ont dépassé les prix qu'on avait connus en 2008, parce qu'on a des stocks qui sont en plus faibles que ce qu'on avait à l'époque où on a connu la crise de 2008. On n'a jamais reconstitué ces stocks? Alors on les a reconstitués, si, on les avait reconstitués, mais on a retapé dedans au fur et à mesure. D'abord parce que l'année dernière on n'a pas eu une très très bonne année non plus, et puis parce que la consommation elle continue à augmenter. Donc on a malgré tout une situation qui reste très compliquée. Il n'est pas exclu
que ces prix continuent à monter. C'est pas aujourd'hui notre scénario central parce que malgré tout, il va falloir attendre. On parle là de toutes les récoltes en hémisphère nord, mais il va y avoir des semis qui vont être faits en hémisphère sud. Ouais. Et si la récolte se passe bien en hémisphère sud, on pourra voir le marché effectivement reprendre un peu son souffle. Donc je pense qu'on devrait rentrer dans une phase de stabilité sur des niveaux élevés avant de savoir ce qui va se passer dans l'hémisphère sud. Et ça veut dire qu'il y a un moment, même si ça se passe bien dans l'hémisphère sud, il y a quand même un moment où la demande va se comprimer là. Alors il y a la demande industrielle, vous l'avez dit, mais moi je parle de la demande alimentaire. Là, il y a un moment où cette demande va être complètement comprimée là. Alors en réalité, la demande alimentaire est très rarement comprimée parce qu'en fait, on est sur des postes qui représentent une part très faible des budgets globaux des ménages. Un peu plus dans les pays en développement, mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que même en période de forte crise, la consommation alimentaire diminue assez peu. Là où on peut agir, c'est sur la consommation pour l'alimentation du bétail ou sur la consommation industrielle. Alors aujourd'hui, on espère que la consommation pour l'alimentation du bétail va baisser, qu'on aura un report sur le marché du blé où on a un petit peu plus de stock, donc on a un petit peu plus de marge. Donc on pourrait voir effectivement les prix du blé continuer à s'apprécier de ce fait. Mais la demande est essentiellement, la contraction de la demande est essentiellement à chercher du côté des usages industriels. Mais le prix du bétail et prix de la viande de porc aussi, j'imagine que ça doit jouer. Benjamin, on était tout à l'heure avec Christian Parizeau, l'économiste d'Orel BGC. On décortiquait avec lui ce chiffre de l'inflation en Chine, donc 1,8%. Et voilà, il nous disait que derrière ce chiffre, il y avait notamment une forte modération de ces prix alimentaires. On sait que c'est un poste très important pour la Chine, et notamment en lien avec la détente importante, semble-t-il, sur les prix de la viande de porc, qui est un aliment de base en Chine. Enfin, est-ce qu'on est là sur quelque chose de durable, ou est-ce qu'on pourrait avoir un retournement de situation lié à l'évolution des prix des matières premières agricoles ces derniers temps? Alors je pense que les prix des matières premières, des viandes, ont très très fortement corrigé au cours des dernières semaines pour une raison double. La première, c'est la hausse des prix des aliments du bétail. Et la deuxième, c'est que comme on a eu une sécheresse historique aux États-Unis, les pâturages étaient complètement grillés, et donc les agriculteurs n'avaient plus rien à donner à manger à leurs bêtes. Donc ils les ont vendus, ce qui a pesé énormément sur le cours de la viande. Maintenant, le cheptel, il n'est pas comprimable à l'infini, et donc on arrive un peu au bout de cette logique-là, et nous, on a plutôt le sentiment que les prix des viandes devraient se stabiliser, voire repartir plutôt un petit peu à la hausse dans les semaines qui viennent. Et donc malheureusement, on n'a pas grand-chose à espérer de ce côté-là en termes de gains sur une baisse des prix qui pourrait continuer à soulager l'inflation, notamment en Chine. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous ce matin. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance sur BFM Business. 15h.